Matteo Renard, âgé de 4 ans, vivait dans la petite ville de Colmar, dans la région d'Alsace, en France, et portait en lui une peur que sa famille ne pouvait comprendre. Il éprouvait une terreur indescriptible envers tout ce qui volait dans le ciel, en particulier les ballons. Et cette peur allait bien au-delà d'une simple phobie enfantine, car Matteo, en expliquant la raison de sa peur, décrivait quelque chose qu'il n'avait jamais vu, jamais entendu et qui n'existait plus à son époque. Un ballon gigantesque, argenté, couvrant le ciel et s'embrasant vers les flammes. Sa mère, Camille, remarqua cette étrangeté pour la première fois alors que Matteo n'avait que 2 ans et demi. Lors du festival annuel de la ville, quand un vendeur de ballons s'approcha, le petit garçon poussa un tel cri que tous les gens autour se figèrent et la terreur dans les yeux de Matteo ressemblait bien plus au regard d'une victime de traumatisme qu'à une simple peur d'enfant. Ce jour-là, Camille passa des heures à essayer de calmer son fils, mais la seule phrase que Matteo prononça se planta comme un couteau dans le cœur de sa mère. « Maman, le feu a tout englouti, les gens tombaient, moi aussi je suis tombé. » Ces mots étaient trop spécifiques et trop terrifiants pour être expliqués par l'imagination d'un enfant de 4 ans. Le père de Matteo, Julien, travaillait comme chercheur en histoire dans un musée de Colmar et interpréta d'abord ces comportements étranges de son fils comme des fantaisies d'enfant. Cependant, ce que Matteo racontait devint progressivement plus détaillé, plus cohérent et plus troublant. Un soir, alors que la famille regardait la télévision, une bande-annonce de documentaire passa à l'écran, montrant l'image d'un ancien zeppelin. Matteo se figea dès qu'il vit l'écran. Son visage devint blanc comme un linge, puis il se mit à pleurer de façon incompréhensible. « C'est lui, dit-il entre ses sanglots. C'est le ballon en feu, c'est le LZ-129. » Julien et Camille échangèrent un regard inquiet, car LZ-129 était le numéro d'immatriculation officiel du Zeppelin Hindenburg, et il était impossible qu'un enfant de 4 ans connaisse ce détail technique. Cette nuit-là, Julien eut une longue conversation avec son fils, et ce que Matteo racontait correspondait exactement aux détails de l'une des catastrophes aériennes les plus tragiques de l'histoire. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Le Hindenburg s'était élevé dans les cieux en 1936 comme la fierté de l'Allemagne nazie. Ce gigantesque vaisseau aérien de 245 mètres de long était la plus grande et la plus luxueuse structure volante de l'époque et était considéré comme un symbole de la supériorité technologique allemande. Le Zeppelin effectuait des voyages réguliers de passagers entre l'Europe et l'Amérique en traversant l'océan Atlantique, et ces voyages offraient l'expérience de voyage la plus prestigieuse de l'époque. À l'intérieur du Hindenburg, conçu avec le confort d'un hôtel, se trouvait une élégante salle à manger, un piano-bar et des ponts d'observation avec des fenêtres panoramiques. Les passagers pouvaient siroter du champagne en glissant dans le ciel et dîner au-dessus des nuages. Mais sous cette magnificence se cachait un danger mortel. Le Hindenburg utilisait comme gaz de vol l'hydrogène, extrêmement inflammable, car l'Amérique avait interdit la vente d'hélium à l'Allemagne nazie. Et cette interdiction fut le premier maillon de la chaîne d'événements qui allait finalement mener à la catastrophe. Les détails que Matteo utilisait pour décrire ce zeppelin qu'il n'avait jamais vu étaient d'un niveau qui surprenait même son père historien. Le petit garçon parlait du revêtement extérieur argenté du zeppelin, des symboles nazis rouges et noirs sur ses flancs, des cabines passagers sous la gondole et des énormes hélices. Un jour, Matteo s'assit avec du papier et un crayon et commença à dessiner la structure interne du Hindenburg. Le schéma qu'il dessinait ressemblait à un croquis technique montrant la salle à manger du Zeppelin, sa cuisine, les corridors de l'équipage et les cellules de gaz. Et ce dessin présentait une ressemblance troublante avec les plans originaux des archives historiques. Quand Julien compara les dessins de son fils avec les archives du musée, il en eut des frissons, car certains détails dessinés par Matteo contenaient des caractéristiques techniques qui ne se trouvaient que dans les documents d'ingénierie et n'apparaissaient dans aucune source populaire. Le 6 mai 1937 fut un jour qui allait changer le cours de l'histoire, et Matteo connaissait cette date alors que personne ne la lui avait enseignée. Ce jour-là, le Hindenburg était parti pour son dernier voyage de Francfort en Allemagne vers la station aéronavale de Lakehurst dans le New Jersey aux États-Unis. À bord du Zeppelin se trouvaient 36 passagers et 61 membres d'équipage. Et la plupart de ces personnes étaient de riches hommes d'affaires, des diplomates et des aventuriers profitant de la traversée transatlantique. Matteo connaissait les noms de certains de ces passagers. Par exemple, il raconta que le champion de boxe allemand Max Schmeling devait être sur ce vol mais avait annulé son billet à la dernière minute.
Et quand cette information fut confirmée par les archives historiques, la famille fut une fois de plus stupéfaite. Matteo énumérait également les noms et fonctions de certains membres de l'équipage, et ces noms correspondaient exactement à la liste officielle de l'équipage du Hindenburg. Le nom que Matteo mentionnait le plus souvent était Heinrich Bauer. Chaque fois que le petit garçon prononçait ce nom, ses yeux se remplissaient de larmes et sa voix tremblait. Les recherches révélèrent que Heinrich Bauer était l'un des timoniers seniors du Hindenburg. Né en 1903, Bauer était un aviateur expérimenté, originaire de la région de Hesse en Allemagne et avait servi lors de nombreuses traversées transatlantiques du Hindenburg. Quand Matteo parlait de Bauer, il donnait des détails intimes, comme s'il parlait d'un aîné de sa famille. Il mentionnait une montre de poche en argent que Bauer portait toujours dans sa poche gauche, un héritage de sa mère contenant la photo de sa fiancée. Julien fit des recherches pendant des semaines pour vérifier ce détail, et quand il finit par contacter l'un des petits-enfants de Bauer, il apprit que Heinrich portait effectivement une telle montre de poche et que cette montre n'avait jamais été retrouvée dans les débris. Le jour de la catastrophe, les conditions météorologiques à Lakehurst étaient assez mauvaises. Des vents orageux et une activité électrique rendaient l'atterrissage du Zeppelin dangereux. Le Hindenburg dut attendre des heures dans les airs et reçut finalement l'autorisation d'atterrir vers 19 heures. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées sur les pistes pour accueillir ce magnifique vaisseau aérien, et le reporter radio Herbert Morrison était à son microphone pour retransmettre l'événement en direct. Matteo, en décrivant ce moment, ses yeux se fixèrent sur un point et sa voix prit un ton monotone. C'est venu de l'arrière, d'abord une petite lumière, puis tout est devenu orange. Le Zeppelin s'est cassé en deux, l'avant s'est levé, l'arrière est tombé. Cette description correspondait exactement aux faits documentés par les témoins et les images filmées. Le Hindenburg s'était effectivement cassé en deux. Sa queue avait touché le sol en premier, et son nez s'était relevé. La catastrophe entière ne dura que 34 secondes, mais ces 34 secondes créèrent l'une des images de catastrophe les plus terrifiantes de l'histoire de l'aviation et l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'aviation. L'un des détails les plus déchirants que Matteo racontait était le comportement humain dans ces derniers instants. Le petit garçon décrivait des gens sautant par les fenêtres, certains apparaissant comme des silhouettes dans la boule de feu, et l'équipage essayant de sauver les passagers jusqu'à la dernière seconde. Le capitaine restait, il disait à tout le monde de sauter. Moi j'étais à la barre, j'attendais les ordres, dit-il. Et ces mots correspondaient parfaitement à la position de Heinrich Bauer à ce moment, car en tant que timonier, Bauer se trouvait dans la gondole de contrôle et attendait les ordres du capitaine Prusse. Selon les archives historiques, le capitaine Prusse était encore à son poste même lorsque la carcasse du Zeppelin s'écrasa au sol, et il survécut malgré de graves brûlures. Cependant, une grande partie de l'équipage n'eut pas cette chance. Matteo racontait également ce qui s'était passé après la catastrophe, et ses récits contenaient des détails qu'un enfant ne pouvait pas connaître. Il décrivait les corps sortant de la carcasse calcinée, les pompiers courant sur les pistes, les survivants hurlant et pleurant, et le célèbre cri de Morrison « Oh, the humanity !» Mais le détail le plus terrifiant était quand Matteo décrivait sa propre mort. Il faisait chaud, très chaud, puis je suis tombé, j'ai heurté le sol, quelque chose est tombé sur mes jambes, puis c'est devenu noir. Quand Julien fit des recherches sur les victimes de l'équipage, il apprit que Heinrich Bauer avait perdu la vie pendant la catastrophe et que la cause de sa mort avait été enregistrée comme brûlure et traumatisme par écrasement. Cette information correspondait de façon troublante à ce que Matteo racontait. Au total, 36 personnes perdirent la vie dans la catastrophe du Hindenburg. 13 passagers, 22 membres d'équipage et un membre du personnel au sol. Ce chiffre représentait plus d'un tiers des 97 personnes à bord du Zeppelin et était l'une des plus grandes pertes de l'histoire de l'aviation jusqu'alors. Matteo connaissait également les noms de certains survivants et comment ils avaient été sauvés. Par exemple, il raconta que le garçon de cabine de 14 ans, Werner Franz, avait été protégé des flammes par l'eau froide d'un réservoir qui avait éclaté sur lui et avait ainsi réussi à s'échapper blessé. Cette histoire correspondait exactement aux propres déclarations de Franz, et il était inexplicable que Matteo connaisse ce détail, car Matteo ne savait ni lire ni écrire et n'avait accès ni à Internet ni aux livres. Camille et Julien consultèrent divers experts pour comprendre l'état de leur fils. Des psychologues, des pédopsychiatres, des neurologues et même des historiens examinèrent Matteo,
mais aucun ne put fournir d'explication satisfaisante. Un psychologue pour enfants suggéra que Matteo pourrait souffrir de cryptomnésie, ou mémoire cachée. Cette théorie soutenait que l'enfant aurait pu acquérir inconsciemment des informations de la télévision, de la radio ou des conversations autour de lui et les avoir intériorisées comme ses propres souvenirs. Cependant, la plupart des détails que Matteo connaissait étaient des informations qui ne se trouvaient que dans des sources académiques spécialisées et n'apparaissaient jamais dans les médias populaires. Cela affaiblissait la théorie de la cryptomnésie. Un autre expert pensait que Matteo pourrait vivre une sorte de syndrome du savant. Selon cette théorie, l'enfant aurait acquis une quantité extraordinaire d'informations d'une source inconnue et s'en souviendrait parfaitement. Cependant, le syndrome du savant était typiquement associé aux individus du spectre autistique, et Matteo était un enfant complètement normal en termes de compétences sociales, d'intelligence émotionnelle et de développement général. Sa seule anomalie était de se souvenir et de raconter un événement qu'il n'avait jamais vécu comme s'il l'avait personnellement expérimenté. L'un des experts que la famille consulta était le docteur Émile Gautier, reconnu pour ses recherches sur la réincarnation. Gautier était professeur de psychologie à l'Université de Strasbourg en France et avait examiné des dizaines de cas de souvenirs de vies antérieures chez les enfants et était très expérimenté. Gautier réalisa plusieurs séances avec Matteo et documenta méticuleusement ce que l'enfant racontait. Le professeur dit que le cas contenait des détails extraordinairement forts et vérifiables et ne pouvait être entièrement expliqué par aucun mécanisme psychologique connu. Selon le rapport de Gautier, Matteo avait fourni 47 informations vérifiables distinctes sur le Hindenburg et seulement 3 de ces informations contenaient des petites erreurs. Un taux de précision de 94% était impossible compte tenu de l'âge et du niveau d'éducation de l'enfant. Les souvenirs de Matteo ne se limitaient pas au Hindenburg. Il racontait également des détails de la vie de Heinrich Bauer, et ces détails remontaient bien avant la catastrophe, à l'enfance et à la jeunesse de Bauer. Matteo raconta que Bauer avait grandi à Darmstadt, en Allemagne, que son père était boulanger, que sa mère était morte jeune de la tuberculose et que Heinrich avait dû quitter l'école jeune pour travailler. Ces informations furent confirmées lorsqu'elles furent comparées au registre généalogique de la famille Bauer et aux documents d'église. La tragédie familiale racontée par Matteo correspondait presque exactement aux archives historiques. La passion d'Heinrich Bauer avait commencé pendant la Première Guerre mondiale et Matteo racontait cette période en détail également. Bauer avait servi dans l'armée de l'air allemande pendant la guerre et avait été témoin de l'utilisation militaire des zeppelins. Après la guerre, Bauer passa à l'aviation civile et commença sa carrière dans l'industrie allemande du zeppelin en plein essor dans les années 1920. Et quand la construction du Hindenburg commença, il rejoignit l'équipage comme l'un des timoniers les plus expérimentés. Les yeux de Matteo brillaient quand il raconta le jour où Bauer monta pour la première fois à bord du Hindenburg. C'était tellement grand que quand je suis entré, j'ai cru que j'étais perdu. Les couloirs s'étendaient à l'infini, les cellules de gaz étaient comme des ballons géants. L'un des détails les plus personnels que Matteo racontait était l'histoire d'amour de Heinrich Bauer. Bauer était amoureux d'une femme nommée Greta qui vivait à Francfort et ils étaient fiancés. En décrivant Greta, Matteo dit « Elle avait les cheveux blonds, elle avait les yeux bleus, quand elle souriait des fossettes apparaissaient, j'aimais surtout l'odeur des biscuits. » Et cette description montrait une correspondance surprenante lorsqu'elle fut comparée aux vieilles photos de la famille Bauer. Par l'intermédiaire des petits-enfants de Bauer, Julien apprit ce qu'était devenue Greta. La femme avait porté le deuil pendant des années après la mort de Heinrich, ne s'était jamais mariée et était décédée en 1978. L'une des lettres que Greta avait écrites à Heinrich était encore conservée dans la famille, et bien que Matteo ne connaissait pas le contenu de cette lettre, il avait mentionné son existence et qu'elle était écrite sur du papier couleur lilas. Les petits-enfants confirmèrent que la lettre était effectivement écrite sur du papier couleur lilas. Les jours précédant le dernier voyage du Hindenburg étaient particulièrement vivants dans le récit de Matteo. Il raconta la sortie du zeppelin du hangar de Francfort, l'excitation des passagers, les derniers préparatifs de l'équipage et la lettre d'adieu que Heinrich avait écrite à Greta ce matin-là. « J'écrivais avant chaque voyage, dit Matteo. J'ai écrit cette fois aussi. J'ai écrit que nous nous marierions à mon retour d'Amérique, mais je ne suis pas revenu. » Ce détail n'apparaissait pas directement dans les sources historiques, mais dans l'histoire orale de la famille Bauer. Il était impossible que Matteo connaisse cette tradition familiale, car cette information n'apparaissait dans aucune source publiée. La vie de Matteo commença à se façonner à l'ombre de ses souvenirs. Quand il commença à l'école, il était immédiatement évident qu'il était différent des autres enfants, car il partageait des informations qui surprenaient même ses professeurs pendant les cours d'histoire.
Une fois, alors que son professeur parlait de la Première Guerre mondiale, Matteo raconta comment les zeppelins avaient été utilisés dans les bombardements de Londres, combien de civils avaient été tués et comment ces attaques avaient créé une colère dans l'opinion publique britannique. Le professeur dit que ces informations étaient des détails difficiles à enseigner même au lycée ou à l'université. Les connaissances historiques de Matteo ne se limitaient pas aux Hindenburg et aux Zeppelins. Il avait également une compréhension profonde de l'Allemagne des années 30, de la montée du nazisme, de la crise économique et des conditions sociales de l'époque, et il racontait ces informations comme quelqu'un qui avait vécu à cette époque. En grandissant, les souvenirs de Heinrich Bauer commencèrent lentement à s'estomper. C'était un phénomène fréquemment observé chez les enfants qui prétendaient porter des souvenirs de vies antérieures. À l'âge de 9 ans, Matteo parlait moins fréquemment du Hindenburg et les détails n'étaient plus aussi vivants et nets qu'avant. À 12 ans, il se souvenait de l'événement comme s'il l'avait vu dans un film, disant maintenant « il » au lieu de « je ». Mais certaines choses ne changèrent jamais. Sa peur des ballons, son inconfort face au feu intense et la profonde tristesse qu'il ressentait devant les images de Zeppelin restèrent avec Matteo jusqu'à l'âge adulte. Julien décida de publier l'histoire de son fils sous forme d'article académique. L'article titré « Les souvenirs du Hindenburg d'un enfant français, étude de cas » fut publié en 2019 dans une revue de psychologie et attira l'attention internationale. L'article contenait les 47 informations vérifiables fournies par Matteo, les sources de ces informations et une analyse statistique de la probabilité que l'enfant ait eu accès à ces informations par des moyens normaux. Selon les calculs de Julien, la probabilité que Matteo ait deviné correctement toutes ces informations par hasard était d'1 sur 1 milliard. Après la publication de l'article, des familles rapportant des cas similaires du monde entier contactèrent Julien. Aux États-Unis, en Angleterre, au Japon et au Brésil, des parents qui pensaient que leurs enfants portaient des souvenirs de vies antérieures dirent qu'ils voyaient le reflet de leurs propres enfants dans l'histoire de Matteo. Julien commença à compiler et comparer ces cas. Les schémas communs étaient frappants. La plupart des cas apparaissaient entre 2 et 5 ans. Les enfants racontaient généralement des morts traumatiques. Les détails étaient vérifiables et spécifiques et les souvenirs commençaient typiquement à s'estomper entre 7 et 12 ans. L'histoire de Matteo s'entremêlait avec l'histoire de l'aviation de façon aussi tragique et mystérieuse que le Hindenburg lui-même. Un petit garçon français portait les souvenirs d'un timonier allemand qui avait perdu la vie 80 ans plus tôt de l'autre côté de l'océan dans un vaisseau aérien transformé en boule de feu. Et ces souvenirs créaient un pont que la science ne pouvait expliquer. Quand Heinrich Bauer perdit la vie à Lakehurst le 6 mai 1937, il laissa derrière lui un amour inachevé, une lettre non envoyée et des rêves non réalisés. Quand Matteo Renard naquit à Colmar en 2015, il semblait être venu pour écrire le dernier chapitre de cette histoire inachevée. Aujourd'hui, Matteo est un jeune homme de 18 ans qui étudie l'ingénierie aéronautique. La tragédie du Hindenburg, au lieu de l'éloigner de l'aviation, l'a au contraire attiré vers ce domaine, car Matteo dit qu'il veut rendre l'aviation plus sûre. Les souvenirs de Heinrich Bauer sont maintenant comme un rêve lointain, mais Matteo, chaque année le 6 mai, le jour anniversaire de la catastrophe, allume silencieusement une bougie et regarde le ciel. À ceux qui demandent ce que signifie ce rituel, il dit « Je me souviens d'un vieil ami » et ne donne pas plus d'explications. La catastrophe du Hindenburg mit fin à l'ère des Zeppelins. Après ce jour, aucun Zeppelin commercial ne transporta de passagers et les vaisseaux aériens à hydrogène furent enterrés dans les pages poussiéreuses de l'histoire. Cependant, l'histoire de Matteo nous rappelle que cette catastrophe n'était pas seulement une défaillance technique ou une note de bas de page historique. À l'intérieur de cette carcasse en feu, il y avait de vraies personnes, de vraies histoires, de vrais amours et de vrais rêves. Heinrich Bauer, dans les livres d'histoire, n'était qu'un nom, une statistique, l'un des 36 victimes. Mais grâce à Matteo, nous savons qui il était, ce qu'il aimait, ce qu'il craignait et ce qu'il ressentait dans ces derniers instants. La science ne peut pas expliquer les souvenirs de Matteo. Les théories de la réincarnation, de la cryptomnésie, de la mémoire génétique ou de l'inconscient collectif, chacune explique certains aspects du cas, mais aucune n'offre une réponse complète. Peut-être que certaines questions sont destinées à rester sans réponse. Peut-être que l'expérience humaine s'étend bien au-delà de ce qui est mesurable et prouvable.
L'histoire de Matteo ne nous offre pas une vérité définitive, mais quelque chose de bien plus précieux, l'émerveillement et l'humilité devant l'inconnu. Et peut-être que Heinrich Bauer, en tombant pendant ces terrifiantes 34 secondes, avait imaginé qu'un jour quelqu'un se souviendrait de lui, raconterait son histoire et enverrait un salut à son amour inachevé. Si c'est le cas, Matteo Renard, 80 ans plus tard, a tenu cette promesse.